Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'Amérique latine a longtemps été considérée comme le terreau des régimes autoritaires. Les démocraties libérales étaient censées ne jamais durer bien longtemps, rapidement balayées par les révolutions communistes ou les coups d'État militaires, condamnées à laisser la place à des dictatures qui, quelle que soit leur inspiration idéologique, partageaient le même mépris pour les droits de l'homme et l'état de droit. Les constitutions n'étaient que des paravents juridiques, supposés occulter les violations quotidiennes des droits et libertés, et apporter aux dictateurs un semblant de légitimité aux yeux des démocraties occidentales qui s'en accommodaient fort bien, au nom de leurs intérêts stratégiques et économiques. Quant aux dirigeants latino-américains, qu'ils fussent civils ou militaires, ils entretenaient souvent des relations cordiales avec leurs homologues occidentaux, la raison d'État ayant souvent raison de la morale en politique. La troisième vague de démocratisation qui, à partir de la fin des années 80 et la chute du bloc communiste en Europe, emporta, un à un, la plupart des régimes autoritaires en Amérique latine, ne gomma pas pour autant dans le vocabulaire politique occidental certains mots hérités de la pratique personnelle du pouvoir de certains dirigeants. Il en fut ainsi du caudillisme, terme péjoratif recouvrant pourtant des réalités fort différentes. De même, le populisme trouva en Amérique latine sa terre d'élection, au point que de nombreux courants politiques, qui empruntèrent leur nom à des chefs d'État dont la pratique du pouvoir marqua profondément la vie politique de leur pays, continuent aujourd'hui d'occuper une place prépondérante dans les systèmes partisans de ces derniers. Ainsi, le péronisme et le ménémisme en Argentine, le varguisme au Brésil, le priisme et le cardenisme au Mexique, l'aprisme et le fujimorisme au Pérou ou le chavisme au Venezuela ont fini par entrer dans le vocabulaire courant pour désigner de façon souvent assez critique, une certaine conception de l'exercice du pouvoir liée à une personnalisation excessive de l'institution présidentielle. Cette hyperpersonnalisation du pouvoir a permis de mettre en œuvre des programmes politiques d'une grande diversité idéologique, au point de proposer des solutions hybrides et quasi paradoxales du point de vue de la dichotomie, ou de la continuité, droite-gauche. Les discours démagogiques et la mise en valeur des qualités personnelles du chef ont ainsi favorisé un exercice autoritaire du pouvoir alimentant la critique systématique et bien souvent caricaturale du système institutionnel. 30 ans après l'effondrement des régimes autoritaires, et même si certaines démocraties n'ont pas achevé leur consolidation, force est de constater que l'Amérique latine est demeurée fidèle à une pratique personnelle du pouvoir rendue compatible avec la démocratie pluraliste constitutionnelle grâce au choix d'un régime politique pourtant souvent décrié par les constitutionnalistes occidentaux majoritairement attachés au régime parlementaire, le régime présidentialiste. Souvent défini en des termes péjoratifs et réducteurs qui engomment la diversité au-delà des caractéristiques communes, le régime présidentialiste, qui place le président au centre du système institutionnel et de la vie politique nationale, est parvenu à concilier l'attachement des peuples latino-américains à une pratique personnelle du pouvoir politique, synonyme d'efficacité et d'ordre, avec le respect des droits de l'homme et de l'état de droit, confirmant qu'au-delà des théories constitutionnelles, l'efficacité un régime politique dépend de la réalité, politique, économique, sociale, culturelle, historique, etc., des pays concernés. De même que le régime présidentialiste ne conviendrait pas à la majorité des pays européens, essentiellement en raison d'une séparation des pouvoirs trop stricte pour être compatible avec la structure du système partisan, le régime parlementaire ne conviendrait probablement pas à la majorité des pays latino-américains. Ainsi, tant sur un plan historique que du point de vue de la pratique contemporaine, le présidentialisme apparaît comme le modèle institutionnel dominant en Amérique latine. Mais s'il en est ainsi, c'est en partie en raison de la capacité d'adaptation de ce régime aux particularités de chaque pays concerné. En effet, le régime présidentialiste s'inspire du régime présidentiel, lequel se définit par une séparation stricte des pouvoirs exécutifs et législatifs, c'est-à-dire, au contraire du régime parlementaire, par l'absence de moyens de pression réciproque et de collaboration des pouvoirs, mais s'en écarte par une prédominance donnée au président, à laquelle ne conduit pas nécessairement le régime présidentiel et qui nécessite pour garantir efficacité des institutions et préserver des blocages institutionnels, un assouplissement de la séparation des pouvoirs,
lequel très souvent contribue à renforcer la suprématie du président. Le présidentialiste latino-américain ne doit donc pas être regardé comme un régime présidentiel déviant qui fait le lit des régimes autoritaires, même si cela a été souvent le cas dans le passé, mais comme le régime politique le mieux à même de concilier l'efficacité institutionnelle, la garantie de l'ordre public dans des pays à la réalité politique, sociétale et culturelle complexe, et la démocratie libérale. Aussi convient-il de se garder de porter un regard européocentriste sur les systèmes constitutionnels latino-américains, si l'on veut comprendre les raisons de leur succès. Les dites raisons sont au nombre de 3. Premièrement, le présidentialisme n'est pas un modèle unique de régime politique, mais plutôt une famille de régimes politiques. Il serait peut-être excessif de prétendre qu'il existe autant de présidentialisme que de pays latino-américains, mais cela ne l'est probablement pas d'affirmer que chaque régime présidentialiste latino-américain présente autant de différences que de similitudes par rapport aux autres. Toutefois, un point commun peut être souligné, la place prédominante du président au sein des institutions, laquelle constitue l'élément déterminant des classements des régimes présidentialistes qui ont pu être proposés. Deuxièmement, la dite place prédominante du président est moins le produit de la pratique des institutions que la conséquence des dispositions constitutionnelles relatives à l'élection et au statut de celui-ci. L'élection présidentielle constitue l'événement politique essentiel. C'est à partir d'elle que se structure l'ensemble du système partisan et que s'organise la vie politique du pays. Au contraire, les élections législatives, qui se déroulent la plupart du temps le même jour que l'élection présidentielle, n'ont qu'une influence mineure sur le système partisan. Troisièmement, les régimes présidentialistes latino-américains, bien que s'inspirant très directement du modèle du régime présidentiel, dont les États-Unis se rapprochent le plus, s'en écartent souvent en prévoyant un assouplissement de la séparation des pouvoirs et en introduisant un ensemble de mécanismes juridiques propres au régime parlementaire. Collaboration des pouvoirs et moyens de pression réciproque, bien que limités, apportent ainsi au régime présidentialiste une élasticité propre à éviter les blocages institutionnels qui, par le passé, ont souvent précipité la chute des régimes démocratiques latino-américains. La nature des rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs éloigne le régime présidentialiste du modèle présidentiel, le plus souvent à l'avantage du président, et contribue au renforcement de l'efficacité institutionnelle. Ainsi, contrairement à l'appréciation de la majorité des constitutionnalistes européens, le régime présidentialiste n'est pas une menace contre la démocratie libérale mais au contraire contribue à sa consolidation. La prédominance présidentielle et les distances prises par rapport au régime présidentiel qui sert de modèle apportent au régime la stabilité et l'efficacité sans lesquelles toute transition démocratique est vouée à l'échec. Chapitre 1er, Institutions présidentielles et définition du régime présidentialiste. En raison de l'inspiration nord-américaine des constituants latino-américains, mais aussi de la pratique institutionnelle conduisant à une suprématie présidentielle au détriment du pouvoir législatif, le régime présidentialiste est généralement défini comme un régime politique qui se caractérise par une prédominance de l'institution présidentielle confortée par une séparation stricte des pouvoirs. Or, s'il est certain que les régimes présidentialistes d'Amérique latine ont historiquement emprunté certains de leurs traits au régime présidentiel des États-Unis, il est faux de définir le régime présidentialiste comme un régime présidentiel qui aurait évolué pour s'adapter simplement aux spécificités des pays concernés. Il s'agit d'un régime à part entière, ou plus exactement d'une famille de régimes partageant un ensemble de caractéristiques parmi lesquelles la principale est la place centrale du président de la République au sein des institutions politiques. De nombreux auteurs se sont essayés à proposer une typologie des régimes présidentialistes latino-américains, conscients que la diversité des pratiques constitutionnelles dans la région interdisait de parler du présidentialisme en tant que modèle constitutionnel, et invitait au contraire à l'envisager comme une sorte de famille constitutionnelle. Ainsi, même si les constituants latino-américains ont souvent été tentés de suivre le modèle donné par les États-Unis, ils ont su donner au système institutionnel des traits propres. De plus, la diversité de la pratique constitutionnelle,
due en grande partie aux spécificités politiques, sociales, économiques, culturelles, etc., des différents pays, a permis l'éclosion d'un ensemble de régimes politiques empruntant certes une partie de leurs traits communs au régime présidentiel des États-Unis, mais présentant également des caractères propres conduisant à réfuter l'hypothèse d'un modèle unique de présidentialisme, confirmant ainsi que les régimes politiques deviennent autre chose que dans leur pays d'origine. De l'analyse des principales typologies du régime présidentialiste élaborée par la doctrine, il ressort que la détermination des critères de définition de celui-ci qui semble s'imposer relève d'une double approche juridique et politologique. En effet, dès lors que l'on exclut du domaine d'analyse les régimes autoritaires qui ne reposent sur aucune autre logique institutionnelle que celle de la maximisation des moyens d'action au service du chef de l'État, sans aucune recherche de légitimité réelle de l'exercice du pouvoir, et que l'on peut donc considérer que chaque régime autoritaire constitue en soi un type de régime politique sui generis, les régimes présidentialistes sont nécessairement des États de droit. Par conséquent, leur étude doit reposer avant tout sur l'analyse exégétique des textes constitutionnels, dans la mesure où ce sont ces derniers qui, en déterminant les titulaires des pouvoirs étatiques et les modalités d'exercice de celles-ci, définissent les grandes caractéristiques des régimes politiques. Pour autant, on ne peut comprendre exactement le fonctionnement d'un régime politique en s'en tenant à la simple analyse exégétique des textes et sans prendre en compte leurs interprétations, leur application, leurs violations éventuelles, etc. Ainsi est-on tenté d'emprunter au général de Gaulle la définition qu'il donnait de la Constitution lorsqu'il affirmait qu'un régime politique, c'est un esprit, des institutions, une pratique. C'est la raison pour laquelle l'étude des régimes présidentialistes doit nécessairement combiner l'approche juridique et l'approche politologique. Ainsi, il apparaît que le régime présidentialiste se définit avant tout par la place centrale occupée par le président au sein des institutions. C'est cette dernière qui donne au régime présidentialiste ses traits principaux, qui permettent à la fois de le rapprocher et de le distinguer du régime présidentiel. Le régime présidentialiste n'est pas une simple variante du régime présidentiel. C'est un type de régime en soi. Il a sa propre logique, qui découle à la fois de la lettre de la Constitution, de son interprétation et de son application, et se définit autant par un esprit et une pratique que par des institutions. Le régime présidentialiste n'est pas unique. Ses variantes sont multiples, comme le montre l'étude comparative des régimes politiques latino-américains. Le président occupe toujours une place centrale, mais sa position est plus ou moins dominante selon, non seulement les constitutions et les périodes, mais aussi les titulaires de la fonction présidentielle. Le régime présidentialiste se définit ainsi à partir de la place du président au sein des institutions, selon une double approche horizontale et verticale. Dans une approche horizontale, la place centrale du président conduit à qualifier un régime politique de présidentialiste. Dans une approche verticale, la place plus ou moins prédominante du président permet de définir la variante de présidentialisme à laquelle appartient le régime considéré. Cela confirme que le régime présidentialiste est une famille de régimes politiques ayant pour point commun l'organisation et la position centrale du président, et le fonctionnement et la position plus ou moins dominante du président des institutions. Ainsi, l'étude de l'institution présidentielle permet de définir, d'une part, le régime présidentialiste en tant que type de régime politique, d'autre part, les variantes de celui-ci qui mettent en évidence le fait que ce dernier n'est pas plus une forme du régime présidentiel que le régime d'assemblée n'en est une du régime parlementaire. Les typologies des régimes présidentialistes. La diversité du présidentialisme latino-américain a conduit divers auteurs à proposer une classification des différents régimes politiques de la région, classification qui la plupart du temps permet de confirmer qu'au-delà des spécificités de chaque solution nationale, il existe des caractéristiques communes qui maintiennent une relative unité du modèle et qui ont trait à la fonction présidentielle avec les conditions de légitimation de celle-ci, les larges pouvoirs qu'elle englobe, pouvoirs souvent supérieurs à ceux du président des États-Unis, l'insuffisance du contrôle de son exercice ou encore les relations souvent conflictuelles entre le président et le Congrès. La fonction présidentielle est ainsi apparue comme l'élément fondamental de la définition du régime présidentialiste et, partant de là,
comme le point de départ des différentes propositions de typologie des régimes présidentialistes latino-américains, que la démarche scientifique soit principalement juridique ou politologique, sachant qu'une étude fiable des régimes politiques doit nécessairement combiner les deux approches. Les typologies fondées sur des critères juridiques. La classification de Karl Loewenstein. La classification la plus importante, non parce qu'elle est la plus probante, mais parce qu'elle a inspiré de nombreux auteurs, est très certainement celle proposée par Karl Loewenstein. Dans les années 40, celui-ci a proposé de classer les régimes présidentialistes latino-américains en 3 catégories qui reflètent assez fidèlement la pratique institutionnelle de l'époque. Le présidentialisme pur, le présidentialisme atténué et le présidentialisme approché. D'après Karl Loewenstein, le présidentialisme pur, le modèle le plus répandu en Amérique latine, est caractérisé par l'élection du président au suffrage universel direct, les ministres étant de simples collaborateurs du président, librement nommés et révoqués par ce dernier et responsables seulement devant lui, et ne formant pas un gouvernement collégial comme dans un régime parlementaire. Le présidentialisme atténué, quant à lui, se caractérise par une triple limitation de la fonction présidentielle. Le président est secondé par des ministres qui, bien qu'étant responsables seulement devant lui, interviennent dans ses prises de décision. Les ministres participent aux séances du Congrès, sans toutefois pouvoir participer au vote pour présenter et défendre leur politique. Enfin, il existe des commissions parlementaires d'enquête. Il est certes excessif de parler de parlementarisation du régime présidentiel, mais même si le contrôle exercé sur le président est ténu, la fonction présidentielle ne connaît pas cette plénitude qui la caractérise dans le cadre du présidentialisme pur. Au contraire, le présidentialisme approché se définit par une introduction dans le régime présidentiel d'un certain nombre de caractéristiques propres au régime parlementaire, à tel point que la nature du régime, sans pouvoir être qualifiée d'hybride, s'écarte sensiblement du régime présidentiel classique. C'est ainsi que, dès le XIXe siècle, le Chili a adopté la responsabilité individuelle et collective des ministres devant le Congrès, tandis que la Constitution de l'Uruguay de 1934, révisée en 1942, envisageait la démission du président en cas de vote d'une motion de censure ou de désapprobation par les 2/3 des membres de l'Assemblée générale réunissant le Sénat et la Chambre des représentants. Cette classification proposée par Karl Loewenstein a le grand mérite de mettre en évidence la diversité des présidentialismes latino-américains et le fait que la Constitution des États-Unis, si elle a effectivement servi de modèle à de nombreux États latino-américains, n'a pas été simplement transposée, mais a subi des adaptations parfois considérables. La classification de Luis Sanchez Agesta. La classification de Karl Loewenstein a été reprise et complétée par Luis Sanchez Agesta qui a ajouté 2 modèles aux 3 précédemment évoqués. Le modèle collégial de l'Uruguay de 1952, qui perdura jusqu'en 1966, et la démocratie populaire de Cuba. En ce qui concerne le gouvernement collégial de l'Uruguay, sa caractéristique principale était l'exercice conjoint du pouvoir exécutif par le président et par un conseil national d'administration formé de 9 personnes, dont 6 étaient membres du parti majoritaire et 3 du parti suivant en nombre de voix. Cette construction institutionnelle originale conduisit naturellement à affaiblir le pouvoir exécutif. Tel était d'ailleurs, manifestement l'objectif de ses promoteurs. Il s'agissait avant tout de contrôler les actes du président, et ce dernier était considérablement gêné dans l'exercice de ses fonctions. Dans la pratique, le régime uruguayen oscilla entre le présidentialisme atténué et le présidentialisme approché. Aussi ne peut-on voir en lui un authentique modèle, d'autant plus qu'il n'a existé qu'en Uruguay et que son influence en Amérique latine a été nulle. En 1952, la Constitution fut révisée et le pouvoir exécutif confié au Conseil national de gouvernement, toujours composé de 9 membres, la présidence de la République disparaissant en tant qu'entité indépendante du Conseil. Le second modèle ajouté par Luis Sanchez Agesta à la classification proposée par Karl Loewenstein est le régime autocratique cubain, dans lequel une personne dispose des pleins pouvoirs depuis 1959. En soi, il ne mérite aucune analyse, car le présidentialisme n'est envisageable que dans le cadre de la démocratie libérale.
Finalement, la typologie proposée par Luis Sanchez Agesta ne fait que reprendre celle de Karl Loewenstein, en théorie en la complétant, mais en réalité en introduisant dans sa classification 2 catégories de présidentialisme qui n'en sont pas. Le régime uruguayen oscilla entre 2 types de présidentialisme, déjà évoqués par Loewenstein. Quant au régime cubain, il n'est pas démocratique, et l'on ne saurait donc le qualifier de régime présidentiel puisqu'il n'accorde aucun crédit au principe de séparation des pouvoirs alors même que ce dernier fonde la définition du régime présidentiel dont s'inspire le régime présidentialiste et permet de le distinguer du régime parlementaire. Pourtant, le caractère démocratique du régime a pu être retenu comme paramètre d'analyse dans le cadre de typologie des présidentialismes fondés sur des critères politiques. Les typologies fondées sur des critères politiques. La typologie de Salvador Valencia Carmona. Le constitutionnaliste mexicain Salvador Valencia Carmona a proposé une classification des présidentialismes latino-américains contemporains, reposant sur le caractère démocratique des régimes envisagés. Il distingue ainsi la dictature oligarchique, la dictature militaire, le régime populiste et la démocratie. La dictature oligarchique repose sur une concentration du pouvoir entre les mains d'un caudillo soutenu par l'armée, ou une garde prétorienne. Le pouvoir se transmet souvent de père en fils, comme ce fut le cas pour la famille Duvalier en Haïti ou la famille Somoza au Nicaragua. L'auteur a présenté cette forme de présidentialisme comme une survivance des pratiques du XIXe siècle, en voie de disparition à l'époque où il a élaboré sa théorie. La dictature militaire, quant à elle, est très clairement un régime autoritaire, soutenu le plus souvent par des groupes économiques très puissants qui voient en elle la garantie du maintien de leurs privilèges. Elle use généralement de la violence et de la répression pour maintenir les populations sous sa coupe. Les régimes populistes présentent un caractère mixte, intégrant des éléments de régimes autocratiques et une participation populaire instrumentalisée pour légitimer en apparence les décisions du pouvoir. Ils sont souvent une réponse à une crise économique grave et à l'émergence de nouvelles classes sociales désorganisant les rapports de force politiques au sein de la société, et qu'il s'agit de récupérer pour en obtenir le soutien. Un tel régime repose sur un leader charismatique qui parvient à utiliser et à entretenir un enthousiasme collectif. Enfin, les régimes démocratiques ont eu jusqu'à une période récente du mal à prospérer en Amérique latine, et rares sont les pays qui peuvent s'enorgueillir d'un passé authentiquement démocratique, Salvador Valencia Carmona citant comme rares exemples le Chili, la Colombie, le Costa Rica et l'Uruguay. On peut regretter que cet auteur n'ait pas poussé plus loin l'analyse et n'ait pas introduit la variable de la consolidation démocratique. On peut en effet se demander dans quelle mesure la prééminence présidentielle n'est pas autant un facteur de déstabilisation démocratique que la séparation stricte des pouvoirs qui caractérise le régime présidentiel. L'exemple de la tradition démocratique chilienne, interrompu tragiquement avec le coup d'État du général Augusto Pinochet le 11 septembre 1973, abonde en ce sens. La typologie de Salvador Valencia Carmona est intéressante dans la mesure où elle invite à introduire le paramètre politique dans l'étude des présidentialismes. Toutefois, elle souffre d'une faiblesse. En excluant les paramètres juridiques, elle conduit à analyser non pas les systèmes de gouvernement, mais les systèmes politiques. Rien n'est dit quant à la nature des rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Mais il est vrai qu'en ce qui concerne les 3 premières catégories, la concentration du pouvoir et la subordination quasi totale du législatif à l'exécutif rendent ce critère peu opérant pour les distinguer. La typologie d'Humberto Nogueira Alcalá. Le constitutionnaliste chilien Humberto Nogueira Alcalá retient, comme critère de classification des régimes présidentialistes, leur caractère plus ou moins démocratique. Il distingue ainsi les régimes autoritaires à forme présidentialiste et les présidentialismes démocratiques. Parmi les régimes démocratiques, Humberto Nogueira Alcalá distingue 3 formes de présidentialisme: le présidentialisme pur, le présidentialisme dirigé, et le présidentialisme parlementaire ou présidentialisme atténué. Le présidentialisme pur se définit par une domination du système politique par le président,
selon une conception classique du régime présidentiel. Le présidentialisme dirigé conserve les caractéristiques du présidentialisme pur, mais il y apporte des limites qui tiennent à la participation des formations politiques au gouvernement, comme ce fut le cas par exemple, du Front national colombien à partir de 1958 ou du régime mexicain jusqu'en 1990. Enfin, le présidentialisme parlementaire, également appelé présidentialisme atténué, est caractérisé par un président devant prendre en compte la volonté du Congrès pour définir sa politique. Le Parlement dispose de prérogatives importantes, notamment d'un pouvoir de contrôle de l'exécutif par le biais de l'interpellation des ministres, voire de leur révocation par le vote d'une motion de censure ou le rejet d'une question de confiance. De plus, les ministres interviennent dans les prises de décision du président, limitant par là même sa liberté d'action. L'auteur cite comme exemple les constitutions du Costa Rica de 1949, de l'Uruguay de 1967, du Guatemala de 1985, du Pérou de 1993, ou encore celle de l'Argentine depuis la réforme de 1994. L'analyse d'Humberto Nogueira Alcalá semble présenter 3 limites. Premièrement, elle n'apporte rien de véritablement utile à la classification de Karl Loewenstein, dont elle s'inspire nettement. Deuxièmement, elle est manifestement fondée sur l'idée que le présidentialisme pur repose sur une domination présidentielle, et que plus le président est faible, plus on s'en écarte. Certes, si l'on prend la pratique latino-américaine, il est certain que dès lors que la domination présidentielle a été remise en cause, la nature du régime devient plus difficile à déterminer, mais ce critère est manifestement fondé sur un présupposé pour le moins ambigu. En effet, Humberto Nogueira Alcalá retient comme modèle de présidentialisme pur le régime des États-Unis. Or, la domination présidentielle n'est pas une constante et dans l'histoire du pays, le Congrès a parfois été l'organe dominant au détriment du président. Mais il est vrai que cela a conduit à cesser de parler de régime présidentiel, pour employer l'expression régime congressionnel. De même, les États-Unis ont connu des périodes de relatif équilibre des pouvoirs où la domination présidentielle n'était plus une réalité, et cela n'a pourtant pas conduit les auteurs à abandonner le qualificatif présidentiel. Aussi convient-il de relativiser le critère de la domination présidentielle dans la définition du régime présidentiel, au contraire du régime présidentialiste. Troisièmement, la classification proposée par Humberto Nogueira Alcalá évoque le présidentialisme dirigé, qui ne peut être qualifié d'autocratique, même si le caractère démocratique présente effectivement d'incontestables faiblesses. Or, le respect des droits de l'homme est loin d'être parfaitement assuré, et le contrôle du pouvoir présente des imperfections qui sont autant de risques de glissement du régime vers une tendance autoritaire. Pour autant, l'analyse d'Humberto Nogueira Alcalá a le grand intérêt de mettre en évidence que des facteurs politiques peuvent remettre en cause la nature du régime telle qu'elle est déterminée par la règle juridique. Mais la notion de présidentialisme dirigé ne doit pas servir à justifier un régime autocratique, le passage de l'un à l'autre pouvant se faire subrepticement par la pratique institutionnelle des détenteurs du pouvoir et l'interprétation de certaines dispositions constitutionnelles ambiguës. La classification de Jorge Lanzaro. Jorge Lanzaro fait une distinction entre le présidentialisme majoritaire et le présidentialisme pluraliste. En ce sens, il s'inspire en partie des études d'Aren Ligifar. Certes, ce dernier n'envisageait que le présidentialisme majoritaire, estimant que cette dichotomie n'était valable que pour le régime parlementaire, mais Jorge Lanzaro emprunte sa méthode, ce qui lui permet d'affirmer qu'il existe un présidentialisme pluraliste, comme le confirme selon lui l'observation de l'Amérique latine. D'après Jorge Lanzaro, le présidentialisme majoritaire se caractérise par le fait que le gouvernement revient à celui qui gagne les élections, tandis que dans le cadre du présidentialisme pluraliste, le vainqueur des élections ne détient pas seul l'autorité politique, mais doit au contraire négocier pour élaborer et appliquer son programme de gouvernement. Ainsi, les majorités de gouvernement résultent de marchandages, d'échanges, de compromis et d'alliances qui font que le président doit transiger avec le Congrès et les partis politiques. C'est en se basant sur cette observation que Jorge Lanzaro propose de distinguer le présidentialisme majoritaire,
qui correspond au gouvernement monopartisan, du présidentialisme pluraliste, pour lequel on peut parler de gouvernement de compromis, de gouvernement de minorité ou de gouvernement de coalition. Jorge Lanzaro dégage ainsi 6 critères permettant de définir si un régime présidentiel peut être qualifié de majoritaire ou de pluraliste. Le premier critère est celui de la nature des relations entre le gouvernement et le Congrès. Il invite à prendre en considération les compétences de chacun des deux organes, la participation du président à la procédure législative, notamment le droit de veto, la compétence législative du président, le caractère discrétionnaire de ses compétences administratives, les canaux d'information et de communication entre les pouvoirs, la forme plus ou moins collégiale du pouvoir exécutif, les compétences des ministres, l'organisation du pouvoir législatif, le nombre de chambres et le quorum et le poids de ses commissions. Le deuxième critère est celui du degré et de l'effectivité de la décentralisation politique, des répercussions du fédéralisme sur la formation du système de partis et les instances nationales de gouvernement, de la participation des représentants de partis au gouvernement et de la nature des relations des autorités élues et des partis politiques avec les corps professionnels au sein de la société, y compris les bureaucraties. Le troisième critère est celui du fonctionnement de la démocratie électorale. Il soulève les questions du système de partis politiques, du degré de pluralisme, de la reconnaissance des règles du jeu, de la légitimité partagée, de l'alternance, de la compétition partisane, du régime électoral, du choix du mode de scrutin, scrutin majoritaire, représentation proportionnelle ou scrutin mixte, et du degré d'exclusion de certains choix politiques. Le quatrième critère est celui de l'existence de règles non écrites et de cultures et sous-cultures politiques et partisanes, plus ou moins homogènes, posant éventuellement un problème d'articulation et de superposition dans un même système politique. Le cinquième critère est celui du leadership et de la légitimation, plus ou moins lié au degré d'attachement à la Constitution et à la marge de liberté octroyée au président par le système politique ou la culture politique. Enfin, le sixième critère recouvre les pratiques plébiscitaires ou populistes qui impliquent un gouvernement vertical ou personnel pouvant conduire le président à infléchir ou à contourner certaines procédures institutionnelles et pouvant déboucher sur un hyperprésidentialisme. La théorie de Jorge Lanzaro n'est pas exempte de reproches. Certes, elle a le mérite de combiner un certain nombre de facteurs juridiques, politiques, sociologiques ou culturels, permettant ainsi d'appréhender de façon précise une réalité politique complexe, mais elle conduit à proposer, alors que telle n'était pas la motivation de l'auteur, une typologie des régimes présidentialistes latino-américains reposant sur 6 clés qui, combinées, peuvent se décliner en plusieurs dizaines de clés, et la méthode manque donc cruellement de clarté. En outre, cette classification présente l'intérêt de poser la distinction entre présidentialisme majoritaire et présidentialisme pluraliste, même s'il s'agit de modèles théoriques que l'on ne retrouve pas dans la pratique, et d'en finir avec l'idée caricaturale d'un présidentialisme devant nécessairement être l'expression d'un gouvernement majoritaire et excluant l'hypothèse des apostrophes. Un gouvernement pluraliste, mais la pratique contemporaine accorde une large place au gouvernement de coalition, avec un exécutif devant trouver, avec une majorité parlementaire du bord opposé, les conditions d'application du programme gouvernemental, la collaboration du Congrès étant la condition sine qua non du bon fonctionnement des institutions. Certes, le présidentialisme majoritaire n'est pas un mauvais régime dès lors qu'un parti ou une coalition a gagné les élections et dispose de la majorité au Congrès, bien entendu à la double condition, d'une part, que les dites élections soient pleinement démocratiques, et donc que la majorité reflète fidèlement la volonté des électeurs, d'autre part, que les droits de l'opposition soient respectés et que cette dernière puisse s'exprimer et être associée aux décisions. Pour autant, la pratique dominante en Amérique latine est au contraire celle du présidentialisme pluraliste, voire de coalition, même lorsqu'un parti a obtenu la majorité, ce qui peut favoriser la modération politique. Jorge Lanzaro reconnaît toutefois que le modèle dominant en Amérique latine est celui du présidentialisme de coalition, qui trouve d'ailleurs son origine dans cette région du monde. Les coalitions sont électorales, de réforme, législatives et de gouvernement, les deux dernières étant les plus importantes en Amérique latine. La typologie de Scott Mainwaring et Matthew Shugart.
Scott Mainwaring et Matthew Shugart ont élaboré une typologie des régimes présidentiels qui, bien que mêlant les éléments juridiques et politiques, est de nature essentiellement politique et vient utilement compléter les analyses de droit constitutionnel. Ils ont ainsi mis en évidence la diversité du présidentialisme latino-américain et l'hétérogénéité du modèle théorique. Ils sont allés jusqu'à affirmer que les différences entre les présidentialismes sont aussi importantes que celles pouvant exister entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. 4 facteurs peuvent expliquer cette diversité. L'organisation du régime comme un présidentialisme pur ou au contraire, l'éloignement du modèle présidentialiste, les compétences législatives du président, le système de partis politiques, qui peut affecter les relations entre le Congrès et le président, et l'existence ou non d'une discipline de parti. D'autres facteurs déterminent le fonctionnement du présidentialisme, comme la qualité du leadership, la nature des divisions sociales et les conflits politiques, le développement économique et la culture politique. Scott Mainwaring et Matthew Shugart ont déduit de leurs recherches que les systèmes présidentiels fonctionnent mieux quand le président dispose de compétences législatives limitées, et donc quand le Congrès a de grandes possibilités de débattre et de se mettre d'accord sur des affaires controversées, par-dessus tout si le président ne dispose pas d'une majorité au Congrès, ce qui le conduit à être moins tenté de soumettre ce dernier à sa volonté et limite donc les risques de crise politique causés par une confrontation entre législatif et exécutif. Ils ont également souligné le fait que le présidentialisme fonctionne mieux si l'exécutif peut compter sur le soutien d'une large majorité parlementaire. Il ressort de l'étude des différentes typologies des régimes présidentialistes latino-américains que la caractéristique commune de ces derniers est la place centrale, à défaut d'être toujours dominante, du président. C'est elle qui permet de qualifier un régime de présidentialiste. L'ensemble du système institutionnel, tel qu'il est défini par la Constitution et ressort de la pratique politique, est configuré par rapport au président, à la fois chef de l'État et chef de l'exécutif. Ainsi, l'existence d'un présidentialocentrisme permet de qualifier un régime de présidentialiste, et le degré de prééminence présidentielle permet de distinguer les différents régimes présidentialistes. Les critères de définition des régimes présidentialistes. Toute tentative d'élaboration d'une typologie des régimes présidentialistes suppose, d'une part, que l'on exclut du champ d'étude les régimes non démocratiques, d'autre part que l'on combine les éléments d'analyse juridique et politique. L'exclusion des régimes non démocratiques. Une typologie des régimes présidentialistes doit par principe exclure toute forme de régime autocratique. Les régimes totalitaires, autoritaires, militaires, de fait, tyranniques, théocratiques, etc., ne peuvent constituer des régimes présidentiels de même qu'ils ne peuvent être des régimes parlementaires. Cette affirmation peut surprendre, dans la mesure où de nombreux régimes autoritaires latino-américains se sont inspirés du régime présidentialiste. Pour autant, il faut se garder d'accorder trop de crédit aux apparences. En effet, la séparation des pouvoirs que ces régimes politiques ont très souvent affichée officiellement n'était qu'une supercherie, un voile de fumée destiné à cacher la réalité, à savoir la concentration du pouvoir et la relégation du Parlement à une fonction de légitimation factice de la décision politique. Si, comme l'affirme l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution, il va de soi qu'une constitution qui établit un régime de confusion des pouvoirs n'est pas juridiquement une authentique constitution. On peut définir une démocratie, en retenant son sens étymologique, comme le régime politique dans lequel le peuple, détenteur de la souveraineté, exerce le pouvoir. Dès lors, elle est indissociable des régimes de séparation des pouvoirs, parmi lesquels figure le régime présidentialiste. Par ailleurs, un régime démocratique présente un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres et qu'il ne peut perdre sans changer de nature. Les élections doivent être libres, reposant sur une concurrence loyale entre les différents partis politiques et la confrontation constructive des doctrines politiques et des programmes de gouvernement. Le pouvoir politique doit être limité, notamment par l'usage de freins et contrepoids, car C' est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser.
Enfin, les droits fondamentaux doivent être non seulement proclamés mais aussi et surtout effectivement protégés. Or, le régime présidentialiste étant par définition un régime respectant le principe de séparation des pouvoirs, il ne peut être qu'un régime démocratique, car il serait incompréhensible qu'un régime autoritaire choisisse de s'autolimiter. Ce présupposé conduit donc à exclure du champ d'étude l'ensemble des régimes autocratiques qui se sont multipliés en Amérique latine au cours des 2 derniers siècles. Une place essentielle, mais non exclusive accordée à la norme juridique. Toute tentative d'établissement d'une typologie des régimes présidentialistes doit accorder une place importante à la norme juridique, dans la mesure où ceux-ci sont, par définition, des régimes démocratiques, donc des États de droit. Le droit constitutionnel doit donc être au centre de leur étude. Pour autant, un régime politique ne peut se résumer à la norme qui l'organise. Son étude suppose celle de l'interprétation et de l'application de ladite norme. Ainsi, il convient d'appréhender le régime présidentiel à travers la norme appliquée, comme le fait par exemple Karl Loewenstein dans sa classification des constitutions. Bien évidemment, si la norme juridique doit se voir attribuer une place prépondérante, cela ne doit pas exclure d'autres aspects du régime politique. Il faut donc combiner l'étude des textes juridiques, de la jurisprudence, de la doctrine, avec celle de la pratique politique, des phénomènes sociaux, de la situation économique ou encore des spécificités culturelles. Sans cela, on perd de vue que dans un État de droit, le droit constitutionnel fonde la pratique du pouvoir politique, mais que l'étude exclusive de la norme constitutionnelle ne peut conduire qu'à des conclusions erronées. Le droit définit le devoir-être, et ne permet donc pas à lui seul d'appréhender la réalité d'un régime politique. Aussi doit-on se garder de l'envisager comme un ensemble de règles inviolables, définissant clairement et fidèlement la réalité du régime politique. On doit au contraire l'étudier comme le fondement théorique du régime, comme la norme qui conditionne l'exercice du pouvoir politique et à la marge, légitime ce dernier à condition qu'elle soit respectée. L'étude des régimes présidentiels doit intégrer et combiner la norme constitutionnelle, laquelle définit l'organisation et le fonctionnement théorique des institutions politiques et fonde ainsi, en droit, le régime politique étudié, et la réalité politique qui est en partie le produit de l'interprétation, de l'application et éventuellement de la violation de la norme constitutionnelle. La diversité des régimes présidentialistes. Cette approche mêlant l'analyse juridique et l'étude de la pratique politique conduit à distinguer le présidentialisme pur et le présidentialisme parlementarisé et à envisager un certain nombre de modèles intermédiaires. Le présidentialisme pur. On peut définir le présidentialisme pur comme le régime qui se rapproche le plus du régime présidentiel des États-Unis. Le pouvoir exécutif est monocéphale. Le président est élu par le peuple, au suffrage universel direct ou indirect. Les pouvoirs exécutifs et législatifs sont équilibrés, grâce à des mécanismes de frein et contrepoids. Le président désigne librement les ministres et met fin tout aussi librement à leurs fonctions. Il dispose d'un droit de veto contre les lois votées par les parlementaires. Il est, de même que ses ministres, irresponsable devant le Congrès, bien que la responsabilité politique des membres de l'exécutif puisse être mise en cause dans une certaine mesure, selon des mécanismes et conformément à une logique qui ne partage que quelques caractéristiques avec la responsabilité politique en vigueur dans un régime parlementaire. Les constitutions latino-américaines n'ont jamais suivi fidèlement le modèle états-unien. Dès l'accession à l'indépendance, l'influence de la constitution espagnole de Cadix de 1812 se fit sentir, et les régimes latino-américains adoptèrent un certain nombre de caractéristiques communes les distinguant du régime nord-américain, comme le contreseing ministériel des actes du président, le droit d'initiative législative du pouvoir exécutif, ou encore la désignation des ministres sans l'intervention du Sénat. Au cours du XIXe siècle, un grand nombre de constitutions ont retenu le modèle pur de régime présidentiel avant que des modifications soient progressivement opérées. Aujourd'hui, seules les constitutions du Brésil et du Mexique se rapprochent sensiblement de ce modèle. On peut également citer la constitution du Costa Rica, même si elle emprunte un certain nombre de caractères au régime parlementaire,
lesquels demeurent toutefois minoritaires. Ainsi, les ministres doivent informer le Congrès de leurs décisions, et ce dernier peut les interpeller et les citer à comparaître devant lui. De même, l'article 121 alinéa 24 de la Constitution prévoit que l'Assemblée législative peut, à la majorité des 2/3 des présents, censurer les ministres quand, d'après l'Assemblée, ils se sont rendus coupables d'actes inconstitutionnels ou illégaux ou de graves fautes qui ont causé ou peuvent causer un préjudice évident aux intérêts publics. Cette dernière disposition est ambiguë. En effet, la nature de la faute qui peut être reprochée aux ministres est beaucoup plus pénale que politique. Les ministres bénéficient de la protection politique que constitue la nécessité d'un vote à la majorité qualifiée. L'Assemblée dispose d'une large marge d'appréciation de la gravité et de la nature de la faute. La procédure n'est pas précisée. Enfin, la censure votée par les parlementaires n'entraîne pas la démission du ministre, le président décidant seul du sort de ce dernier. Par conséquent, si la procédure est de nature politique, les ministres peuvent être mis en cause par l'Assemblée, et l'absence de portée juridique du vote des parlementaires n'affecte pas la nature stricte de la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Certes, la censure votée par les parlementaires peut avoir des effets politiques importants, mais il faut souligner le fait que la responsabilité des ministres est entre les mains du président. L'absence d'authentique responsabilité politique des ministres devant le Parlement confirme la tendance présidentielle du régime. Le présidentialisme prédominant. Dans ce modèle, la Constitution attribue au président un grand nombre de prérogatives, y compris un rôle influent dans les décisions économiques. De plus, l'équilibre des pouvoirs penche très nettement en faveur du président, et les contrôles opérés sur les décisions de ce dernier sont faibles, les autorités qui en sont chargées ne disposant pas de l'autonomie nécessaire. Ainsi, la Constitution définit le président comme le centre du système constitutionnel, les autres organes de l'État gravitant autour de lui. Pour autant, il existe des mécanismes efficaces de protection des droits de l'homme qui font que le régime ne peut être qualifié d'autocratique. Ce qui différencie le présidentialisme prédominant du présidentialisme pur est que, dans ce dernier, le projet constitutionnel est l'équilibre des pouvoirs, et que celui-ci est obtenu grâce à un système efficace de freins et contrepoids établi entre les pouvoirs. Au contraire, le présidentialisme prédominant cherche à établir un président qui constitue l'axe du système politique et qui bénéficie d'un déséquilibre institutionnel du fait de la faiblesse des contrôles opérés sur son action, déséquilibre d'autant plus marqué que le président dispose d'une compétence législative importante qu'il exerce au détriment du Congrès. L'exemple type de présidentialisme prédominant est donné par la Constitution de la République dominicaine de 1966, révisée en 1994, dans laquelle les freins et contrepoids établis pour limiter la puissance du président souffrent d'un net déséquilibre au profit de ce dernier. Ainsi, la Chambre des députés ne peut mettre en cause la responsabilité politique du président que par un vote à la majorité des 3/4 des membres, la même majorité étant requise pour la destitution d'un fonctionnaire par le Sénat. Il s'agit là d'une majorité quasiment impossible à atteindre. Le Congrès se prononce sur l'autorisation donnée au président de quitter le territoire national, mais uniquement lorsque celui-ci doit s'absenter plus de 15 jours. Il peut interpeller les hauts fonctionnaires, mais il faut un vote de chacune des 2 chambres à la majorité des 2/3 des membres présents, ce qui est une majorité excessive pour une simple interpellation a priori sans conséquences juridiques. Les 2 chambres peuvent passer outre le veto du président par un vote à la majorité des 2/3 des membres. Le président peut suspendre l'exercice des droits si le Congrès n'est pas réuni et si la paix publique est affectée, alors qu'une telle mesure devrait être au contraire décidée, ou du moins autorisée par un vote du Congrès. Le président dispose des pleins pouvoirs, y compris législatifs, pour toutes les questions relatives à l'espace aérien, aux zones maritimes, fluviales, militaires, aux ports et aux côtes maritimes, et l'on peut se demander ce qui justifie de telles prérogatives dans ces domaines. La modification du régime juridique de la monnaie ou du secteur bancaire nécessite un vote à la majorité des 2/3 des parlementaires, sauf si celle-ci relève d'une initiative du président, ou si le Conseil monétaire l'a proposée ou l'a votée. Le président a un très large pouvoir de contrôle de la loi de finances. De plus,
Toute modification de cette dernière requiert le vote de chaque chambre à la majorité des 2/3 des membres, la majorité simple étant suffisante si le président a donné son accord, celui-ci pouvant même prendre n'importe quelle mesure relative au déficit. Le présidentialisme tempéré. Le présidentialisme tempéré peut être défini comme un régime dans lequel le pouvoir législatif occupe une position importante dans le système constitutionnel et dispose de très larges prérogatives. Le président est privé du droit de veto, à moins que ce dernier puisse être levé par un vote des parlementaires à la majorité simple, ce qui, en pratique, revient au même, et ses compétences législatives sont limitées. Un exemple de ce type de régime est donné par la Constitution mexicaine de 1857 jusqu'aux réformes de 1874. Le Parlement, monocaméral malgré la forme fédérale de l'État. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.